Monsieur Retailleau, c'est, vous savez, cette vieille droite, ils n'ont pas tout très bien compris. Alors, Les tensions entre l'Algérie et la France ne datent pas de l'arrivée de Bruno Retailleau oui, mais Place Beauvau. personne avant lui ne l'a mis en exergue comme ça. C'est la première fois qu'on voit sur tous les kiosques dans Paris la photo de Monsieur Retailleau avec marqué en dessous, c'est Valeurs Actuelles qui a fait ça. L'Algérie n'a pas le droit d'humilier la France. Ce n'est pas Monsieur Retailleau, le ministre des Affaires étrangères. Par conséquent, il est prié de s'occuper d'autre chose que du domaine qui est celui du ministre des Affaires étrangères. Il y a une deuxième manière d'attaquer, courtoise, la vôtre, qui est de dire « Mais comment ça se fait, on vous accuse et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser ?» Conclusion, c'est quoi, à votre avis? Ben, je ne sais pas, peut-être parce que vous ne vous y prenez moi, pas je comme sais. il faut, c'est tout simple. Oui, bien sûr. Jean-Luc Mélenchon détruit Retailleau en direct. Le leader de la France Insoumise était invité sur le plateau de RFI afin de démonter la stratégie politique et médiatique qui vise à affaiblir la gauche insoumise et toute forme d'opposition au système dominant. Dès le début de son intervention, Mélenchon dévoile les mécanismes insidieux utilisés pour discréditer systématiquement ceux qui osent s'opposer aux puissances établies. Il explique que la stratégie de diabolisation n'est pas nouvelle. Les opposants de gauche, partout dans le monde, sont tour à tour qualifiés d'extrémistes, d'antisémites ou de comploteurs. Il déroule une mécanique froide où l'étiquette d'antisémitisme est désormais brandie comme une arme automatique dès qu'une personnalité conteste l'impunité de certaines puissances. Comme vous allez le voir, il n'est pas passé par 4 chemins pour dire ces 4 vérités. Mais avant, Manuel Bompard était lui aussi invité sur le plateau de France Info afin de dénoncer frontalement l'impunité persistante dont bénéficie le gouvernement israélien. D'un ton ferme, le coordinateur de la France Insoumise pointe du doigt l'escalade militaire menée par Israël, qui se permet d'attaquer l'Iran sans la moindre condamnation internationale. Il expose l'hypocrisie des gouvernements occidentaux qui se taisent face à ces violations du droit international, alors même qu'ils se prétendent garants des principes universels. Bompard rappelle que ces attaques s'ajoutent aux bombardements quotidiens qui ravagent Gaza, le Liban et la Syrie dans un silence complice. Et quand le président de la République, Emmanuel Macron, dit que Israël, dans l'affaire iranienne, a le droit de se défendre, est-ce qu'il respecte le droit international comme vous le défendez? Évidemment non, puisque le droit international ne prévoit pas la possibilité de guerre préventive. Or, en l'occurrence, quand Israël déclare la guerre contre l'Iran, c'est Israël qui est l'agresseur. Et donc la position qu'aurait dû être la position de la France, comme celle de tous les pays attachés au respect du droit international, aurait dû être de dire à M. Netanyahou, n'avait pas le droit de faire ça. Et malheureusement, si Netanyahou ne fait ça, c'est parce qu'il bénéficie depuis des mois et des mois d'une impunité totale. Je rappelle qu'il commet aujourd'hui un génocide à Gaza, je rappelle qu'il a attaqué le Liban, la Syrie, désormais l'Iran, sans qu'il y ait aucune réaction de la communauté internationale pour lui dire stop, ça suffit. Mais quand Benjamin Netanyahou dit, dans le cadre de l'Iran, que c'est une défense existentielle, il dit que c'est pas une guerre préventive, mais qu'il devait se défendre parce que l'Iran était en capacité à avoir la bombe nucléaire. Ces arguments-là, ils ne tiennent pas pour vous? D'abord, imaginez que dans d'autres conflits, on utilise la même logique. Imaginez que M. Poutine dise « Ah ben non, mais moi j'ai attaqué l'Ukraine parce que sinon j'allais être mis en danger ». Personne ne pourrait le croire. Quand Vladimir Poutine attaque l'Ukraine, c'est une violation du droit international et évidemment, il n'a pas le droit de le faire. Donc c'est un argument qu'on ne peut pas entendre. Et pour le reste, tout le monde sait aujourd'hui, y compris des rapports de l'AUIA ou même des renseignements américains, que l'idée que l'Iran aurait eu dans quelques jours l'accès à la bombe nucléaire est une fable, c'est un prétexte. C'est un prétexte au même titre, en quelque sorte, que les armes de destruction chimique, vous savez, au moment de la guerre en Irak. Donc je pense qu'il faut sortir des éléments de langage du Premier ministre israélien. Il faut recréer les conditions d'un retour à la voie diplomatique pour traiter cette question du nucléaire. C'est vrai que l'Iran enrichit aujourd'hui son uranium de manière trop importante par rapport à normalement quelles sont les règles du traité de non-prolifération nucléaire. Donc il faut retrouver les conditions d'un accord sur le nucléaire iranien qui existait préalablement jusqu'à ce que Donald Trump en sorte de manière unilatérale dans son premier mandat. Après des dénonciations de Bompard, le malaise continue de monter sur le plateau. Shohra Makaremi, anthropologue et réalisatrice, vient creuser un peu plus le fossé. Elle met le doigt là où les autres évitent de regarder, sur le silence assourdissant autour des familles palestiniennes et de leur drame. En exposant cette hypocrisie flagrante, elle accentue le déséquilibre déjà mis en lumière par les intervenants précédents.
J'ai quand même l'impression qu'il y a une différence de traitement de la population iranienne et de l'expérience iranienne par rapport à ce qui s'est passé à Gaza et à l'expérience palestinienne. C'est-à-dire que je n'ai pas vu de plateau télévision où on invitait 10 franco-palestiniens venir parler de leurs parents, de la maison de leur oncle et voilà. Et donc, je pense que c'est important. Je veux dire, moi, je suis impliquée, très impliquée personnellement dans la guerre en Ukraine, et je pense que l'accueil qui a été fait des réfugiés ukrainiens n'est pas un problème et ce deux poids deux mesures et trace plutôt des sillons pour mieux faire avec tous les autres réfugiés. Ça met le standard, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc voilà, je n'oppose pas les... Non, j'entends bien, mais c'est-à-dire que j'essaie de bien comprendre. Ce que vous dites là, c'est que vous vous réjouissez qu'il y ait ce type de plateau aujourd'hui? Je me réjouis absolument et je me dis que ça pose des précédents. C'est comme ça qu'il faut traiter les choses. C'est-à-dire c'est comme ça qu'il faut considérer. Tout comme quand il y a un bombardement sur un hôpital israélien, c'est absolument terrible, mais tout à coup on comprend ce que ça veut dire comme dommage collatéral. Donc en fait, ça fait ressentir. Voilà. Au niveau du sensible, en fait, on est dans quelque chose d'un peu déplacé. Et je pense qu'il ne faut surtout pas aller replacer le curseur là où il était avant. L'échange devient de plus en plus tendu lorsque Thierry Coville entre à son tour dans le débat. Là où la plupart des invités se conforment au récit dominant porté par les experts israéliens du plateau, il choisit de s'en détacher. En remettant en cause cette lecture binaire du conflit, il casse le rythme bien huilé de la discussion et vient perturber le cadre confortable dans lequel s'étaient installés les autres intervenants. Rencontré secrètement les Iraniens à Oman, il leur a dit « Ok, on va négocier, mais vous aurez le droit d'enrichir l'uranium ». Les Iraniens ont dit « Ok, dans ce cas-là, on négocie ». Donc c'est quand même relativement important pour l'Iran. Donc si vous voulez, les Américains, et c'est là qu'effectivement on peut dire que des deux côtés, qui c'est qui a été vraiment honnête? Witkoff, un jour il disait oui, un jour il disait non, et c'est pour ça que les Iraniens commençaient à en avoir. C'est les Iraniens qui étaient honnêtes, je rêve. Il n'y a pas une question d'être honnête. Ah bon? Et 2015, ils signent d'accord ou pas? Ils le respectent ou pas? Il faut arrêter. Et puis, en plus, si vous voulez, on n'est pas dans un monde où il y a des gens honnêtes et des gens malhonnêtes. Il y a les accords. Est-ce qu'ils sont respectés ou pas? Autrement, on n'en sort plus, si vous voulez. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ces négociations, les histoires des 2 mois, ça tient pas la route. Pourquoi si ce délai de 2 mois était si important? Avant l'attaque israélienne, il y avait une nouvelle séance prévue. Donc ça veut bien dire que c'était pas un délai comme ça et les Israéliens avaient le droit d'attaquer après. Donc ça c'est faux, hein, c'est un fait, c'est faux. Et je voulais simplement préciser quelque chose. Les Iraniens ont demandé un plan écrit à Witkoff. Donc c'était important. Effectivement, alors ce plan comportait 2 points. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Ce consortium régional d'enrichissement avec la participation de l'Arabie Saoudite et les Iraniens étaient d'accord. Là ils ont pas trop compris. C'est un jour, Trump dit vous aurez plus le droit d'enrichir l'uranium. Le lendemain, il dit peut-être un petit peu tant que ce consortium n'est pas compris. Donc il y avait un gros flou. Alors c'est vrai, et moi je regarde les faits. L'ayatollah Khamenei a pris la parole, a dit nous on veut enrichir l'uranium, ce plan ne satisfait pas. Mais ça veut pas dire que les négociations étaient cassées. Donc on peut pas dire que les négociations, les Iraniens étaient de mauvaise foi et on les a arrêtés. C'est faux, ils étaient prêts à continuer les négociations. La preuve, je vous dis, il y avait un effet de surprise pour répondre à votre question. C'est vrai, il l'a dit, je crois qu'il y a un chef des passes d'avant qui l'a dit. Je crois qu'il s'y attendait pas et il y a un effet de surprise qui a effectivement conduit à une certaine déstabilisation au début. La tension monte d'un cran lorsque le sénateur Yann Brossa intervient avec des accusations particulièrement lourdes contre le gouvernement Netanyahou. Il met en parallèle les pratiques des ultra-orthodoxes au pouvoir en Israël avec celles des régimes fondamentalistes contre lesquels l'Occident prétend lutter ailleurs. Il dénonce l'impunité dont bénéficie Israël alors qu'un véritable massacre est en cours à Gaza. Cette prise de parole heurte de plein fouet le plateau, qui peine à encaisser l'ampleur de l'accusation. Personne ne nous fera croire qu'Israël, que Benyamin Netanyahou, qui est un chef de gouvernement raciste, suprémaciste, défend les libertés dans le monde. En l'occurrence, Israël, par exemple. Personne ne le dit. Israël dispose de la bombe. Israël a refusé de signer le traité de non-prolifération. Israël ne l'assume pas, mais c'est la réalité. Vous savez quand même qu'un citoyen israélien qui était ingénieur nucléaire a été condamné à 18 ans de prison, dont 11 à l'isolement, parce qu'il a révélé qu'Israël disposait de la bombe. Donc finalement, vous mettez Benjamin Netanyahou et les mollahs iraniens sur le même plan. Mais d'ailleurs, idéologiquement, un certain nombre de ministres du gouvernement de Benyamin Netanyahou sont des ultra-orthodoxes qui ne réservent pas un meilleur sort aux femmes que les mollahs iraniens. Ce sont ces idéologies-là qui sont dangereuses et qu'il faut combattre. En tout cas, il ne faut pas avoir la moindre mansuétude à l'égard du gouvernement israélien qui commet
un génocide à Gaza et que nous avons laissé bénéficier d'une forme d'impunité depuis maintenant 20 mois. Il est temps que ça s'arrête. Mais alors que ces critiques s'enchaînent, BFM franchit encore une nouvelle étape dans la banalisation de la propagande israélienne. La chaîne diffuse sans le moindre recul des spots de communication émanant directement de l'équipe de Netanyahou, présentés sous l'euphémisme de campagne de publicité. Les éditorialistes, tout sourire, relaient sans réserve les slogans militaires qui justifient les agressions menées contre l'Iran. Cette complaisance médiatique achève de démontrer l'alignement idéologique de certains médias français avec la politique israélienne la plus radicale. Pour parler d'un enjeu, celui de l'opinion publique occidentale, européenne, française, et pour convaincre les Européens et les Français, les Israéliens ont lancé une grande campagne de pub, il n'y a pas d'autre mot. Et une campagne de publicité. Ça fait maintenant quelques jours que sur les réseaux sociaux, il y a pas mal d'internautes qui s'étonnent de voir, avant de visionner la vidéo de leur youtubeur préféré, de voir apparaître des publicités. Vous le voyez en bas de l'écran, sponsorisées par le ministère israélien des Affaires étrangères, une publicité qui donc défend Israël et qui légitime les attaques israéliennes contre l'Iran. Mais concrètement, que disent ces pubs? Alors, ces publicités, si on les résume, il y a plusieurs messages, notamment cette publicité qui est diffusée assez largement, et c'est là où on parle justement de cette menace nucléaire. Regardez bien la carte sur la gauche. Ça va jusqu'à la France. On allait jusqu'à la France. Exactement. Pourquoi le régime iranien investit-il des milliards dans des missiles capables d'atteindre l'Europe? Donc l'idée, c'est effectivement de toucher l'opinion publique, y compris européenne. Il y a d'autres volets de ces publicités, notamment les membres des autorités iraniennes, du gouvernement iranien qui ont été touchés. Et puis un message aussi, si on devait résumer, c'est Israël fait le boulot à votre place, notamment votre place, les Européens. C'est une campagne de pub qui est massive en ce moment? Alors on ne connaît pas le montant, il n'est pas public. Ce qu'on peut voir, et ça c'est intéressant, 4 langues. Français, italien, allemand, anglais. Donc ça touche vraiment l'Union européenne. Alors j'ai compté à la main, j'ai envie de dire, les scores de ces vidéos, parce qu'elles sont accessibles aussi sur la chaîne YouTube du ministère des Affaires étrangères israélien. 22 millions de vues. En une semaine. Donc c'est probablement massif. J'ai demandé aussi à YouTube si ces vidéos posaient problème. Non, a priori, YouTube ne me répond que s'il trouve des annonces qui enfreignent ces règles, elles sont supprimées. Elles ne sont pas supprimées, donc on imagine qu'il n'y a pas de problème de diffusion. Donc oui, c'est un phénomène assez massif, sachant qu'il y avait eu une précédente campagne massive de publicité sur YouTube de la part du gouvernement israélien. C'était après le 7 octobre. Et à l'époque, ils avaient investi, selon les estimations, environ 4 millions d'euros, rien que pour la France. Dans cette atmosphère pesante, l'émotion atteint un sommet lorsque l'intervenant, Mourad Boudjelal, exprime sa colère. Il rappelle que les mensonges politiques ont déjà causé des millions de morts par le passé, et que les victimes de ces nouvelles manipulations regarderont un jour ceux qui les ont justifiés sans trembler. Son message résonne comme un avertissement moral glaçant pour tous ceux qui, aujourd'hui, ferment les yeux. C'est un cauchemar. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a tué 1 million de personnes sur un mensonge. Au moment de la guerre des armes de destruction massive en Irak. Je ne vais pas défendre le régime iranien. Bien sûr que non. Il est indéfendable. Mais je sais que l'Iran a signé le traité de non-prolifération des armes nucléaires, l'a respecté. C'est l'avis unanime de l'AIAE. C'est aussi l'avis de la CIA. La CIA dit l'Iran respecte aujourd'hui, nous n'avons pas de raison de penser que l'Iran est en train de fabriquer une bombe atomique. En 1992, déjà, Benyamin Netanyahou disait l'Iran est à 6 mois d'avoir la bombe nucléaire. En 1992. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a un pays qui ne respecte aucun des accords du droit international. Le droit international prévoit qu'on n'a pas le droit d'attaquer un autre pays, sauf en état de légitime défense, bien sûr, ou sauf si on a été attaqué. Non, guerre préventive, ça existe. Oui, avec l'autorisation de l'ONU, je suis d'accord. Je ne crois pas que l'ONU est validée. Israël bombarde... alors, je ne vais pas employer mes génocides parce que ça choque. Israël extermine une population. Voilà, c'est à peu près pareil. Israël a bombardé la Syrie, a bombardé le Liban, a bombardé l'Iran. Pour se débarrasser des proxys iraniens. Non, ça c'est
C'est la pour propagande. le Hezbollah, le Fatah. C'est la propagande. C'est la propagande. Non, c'est la propagande. ne Non, c'est pas la Ne propagande. m'accuse pas de reprendre la propagande. Ouais, Moi, je c'est suis journaliste. Moi, je Toi, dis tu es un ce qui est citoyen, aujourd'hui. t'as des opinions. Moi, je donne des faits. Moi, je donne aujourd'hui des faits. Aujourd'hui, Non, c'est pas des rien faits. ne prouve que l'Iran n'a pas de bombe atomique. Moi, je vous dis C'est ton opinion. Moi, je vous dis une chose. C'est pas des faits. Ouais. Je vous dis une chose. Défendez qui vous voulez. C'est Non, votre je problème. défends C'est personne. votre problème avec votre conscience, parce que l'histoire parlera. Donc défendez qui vous voulez avec votre conscience, mais l'histoire vous regardera et des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers de morts vous regarderont. Faudra l'assumer un jour. Faudra l'assumer. Votre absence de courage face à la vérité, faudra l'assumer. Alors que les tensions s'enchaînent, je vous balance cet extrait où Louis Boyard prend à partie Apolline de Malherbe sur l'Iran. Alors qu'elle tente de brouiller le débat avec des amalgames grossiers pour détourner l'attention de Gaza, Boyard reste imperturbable et démonte un à un ses arguments confus. Son intervention met en lumière l'amateurisme et le parti pris flagrant de ces journalistes incapables de soutenir un échange sérieux face à une contradiction maîtrisée. Notamment l'ayatollah Khomeini, qui vous montre en exemple. Il a lui-même posté des vidéos d'occupation des universités. Il cite la France. Il dit, voyez ce qui se passe dans le monde, dans les pays occidentaux, en Angleterre et en France, ainsi que dans les États américains. Les gens sortent en grand nombre pour scander des slogans contre Israël et l'Amérique. La réputation des États-Unis et d'Israël a été ruinée. Ils n'ont vraiment aucune solution. L'ayatollah Khomeini, qui vous prend en modèle, comment vous le vivez? Alors, Viktor Orban, par exemple. Comment Non, mais attendez, je vais vous répondre. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, lui, il soutient le gouvernement israélien. Est-ce que vous allez attraper la veste de Gabriel Attal pour lui dire « Alors, monsieur Attal, vous êtes sur la même ligne que monsieur Orban ?» Vous mettez l'ayatollah Khomeini sur le même plan? Je n'ai ni de la sympathie pour l'ayatollah, ni de la sympathie pour monsieur Orban. Juste, pour vous, l'ayatollah Khomeini c'est pas la question. Orban? Non, mais attendez. En octobre, attendez, je vais vous donner ma réponse. En octobre, on était en train de dire non, c'est pas le moment de parler de ce qui se passe à Gaza. D'abord, on doit critiquer le communiqué de la France insoumise. Dans les mois qui suivaient, on disait non, c'est pas le moment de parler de ce qui se passe à Gaza. D'abord, on doit savoir s'il y a le droit de faire des manifestations ou pas. Là aujourd'hui, on dit non, attendez, c'est pas le moment de parler de ce qui se passe à Gaza. Il y a des mains rouges. Ah non, attendez, il y a eu un tweet. Quand est-ce qu'on aura le droit de parler de ce qui se passe à Gaza? Quand est-ce qu'on arrêtera de sauter de diversion en diversion pour faire en sorte qu'on ne parle pas de ce dont une majorité des Français veulent parler? J'aimerais juste terminer en disant quelque chose. L'ultra-majorité des Français a honte de l'inaction gouvernementale et je pense même a honte de la qualité du débat médiatique aujourd'hui sur ce qui se passe à Gaza. De la région, on a une haute estime... Je vous repose ma question, Louis Boyard, parce que vous n'y avez pas répondu. Le fait que l'ayatollah Khomeini, c'est-à-dire le juge suprême religieux de l'Iran, vous prenne en modèle, comment vous le vivez? Mais ça n'a vraiment, je vais pas répondre à votre question en fait, tout simplement, parce qu'en fait, je vous ai donné l'exemple. Viktor Orban, lui, il soutient la politique. Mais moi, je vous montre que votre raisonnement suprême religieux de la République islamique d'Iran. Je vous montre que votre raisonnement est totalement absurde, parce que il y a un type de l'autre côté du monde qui a fait un tweet. Alors dans ce cas, ça disqualifie tout le mouvement français. C'est pas un type. Ah oui, c'est un dirigeant pour lequel je n'ai aucune sympathie, je vous rassure. J'imagine bien, c'est pourquoi moi, en tout cas, si j'étais soutenu par l'ayatollah Khomeini, ça me mettrait mal à l'aise, au minimum. Ah non, mais attendez, vous vous rendez compte? Non, vous non. Non, mais attendez, mais je vais vous dire, aujourd'hui, on se retrouve à avoir, parce qu'il y a quand même la France... 834 personnes ont été exécutées en Iran l'an dernier. Et je le condamne. Ce qui se passe actuellement en Iran, particulièrement le combat pour les droits des femmes en Iran, c'est un grand combat. Mais aujourd'hui, la France et plus généralement l'Europe, les États-Unis se retrouvent dans une telle contradiction quand on se prétend être des pays démocratiques, des pays des droits de l'homme et qu'on soutient ce qu'est en train de faire le gouvernement israélien. Ça permet à des gens comme ceux-là, des gens qui sont dégoûtants dans ce qu'ils font dans leur pays, de jeter l'opprobre sur nous. Et quand je vous disais qu'ils nous mettent, quand je vous dis que nos gouvernements nous mettent la honte. Vous ne voyez pas une contradiction dans le fait que le combat pour la liberté que vous voulez soutenir soit soutenu par un homme comme l'ayatollah Khomeini? Non mais écoutez, là, moi je suis pas en garde à vue, d'accord? C'est la 4e fois que vous me posez la question. Viktor Orban, il soutient le gouvernement israélien. Vous ne faites pas le parallèle. Vous ne faites pas le parallèle. En fait, qu'est-ce que vous cherchez à me faire dire? Et d'ailleurs, en fait, je suis venu ici pour parler de ma présidente de groupe qui se retrouve convoquée pour quelque chose qu'elle n'a pas commis. Vous êtes venu ici pour répondre à mes questions. Et moi, on m'a pas posé de questions. Donc je poserai les questions que j'ai envie. Bah ouais. Et moi, j'ai envie de vous parler de ce qui se passe à Gaza aussi. La séquence s'achève avec l'intervention de Jean-Luc Mélenchon sur le plateau de RFI. Fidèle à sa ligne, il démonte avec une clarté implacable les méthodes utilisées pour neutraliser la gauche insoumise et museler toute contestation. Et comme vous allez le voir, sur ce plateau, Mélenchon n'a pas mâché ce mot pour balancer ses vérités sans détour. Le discours de LFI sur le conflit israélo-palestinien est régulièrement brouillé par les accusations d'antisémitisme et vous devez consacrer, vous et les insoumis, beaucoup d'énergie à vous en défendre de cette accusation.
Comment expliquez-vous que vous ne parveniez pas à tordre le cou à ces accusations? Parce qu'elles ne tombent pas du ciel ni de l'évidence. Et d'ailleurs, vous voyez vous-même, vous reprenez. Vous savez que c'est une consigne. Est-ce que vous le savez? Une consigne. Vous ne le savez pas? Dites-moi. Non, mais est-ce que vous savez que c'est une consigne donnée par les milieux proches de M. Netanyahou de nous persécuter de cette manière-là? Donc nous avons un ennemi en face de nous. Je peux vous assurer que je n'ai pris aucune consigne, n'ai reçu aucune consigne de qui que ce soit. Ça me fait plaisir. Mais je peux vous l'assurer, vraiment, oui, et c'est très important. Mais je vous crois très volontiers. Mais je pense que vous entendez bien. Vous entendez bien. Mais attendez. J'ai essayé d'être subtil dans ma question. Non, mais j'ai compris. En vous demandant... Pourquoi vous ne parveniez pas à tordre le cou à ces accusations? J'étais en train de vous répondre et vous le prenez mal. Écoutez-moi. Non, je vous écoute. Mais vous n'êtes pas le premier qui fait ça. Parce qu'il y a une deuxième manière d'attaquer, courtoise, la vôtre, qui est de dire « Mais comment ça se fait, on vous accuse et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser ?» Conclusion, c'est quoi, à votre avis? Je ne sais pas, peut-être parce que vous ne vous y prenez pas comme il faut, c'est tout simple. Oui, bien sûr. On ne peut pas convaincre nos adversaires d'arrêter. Parce qu'ils font une politique de propagande qui est menée avec beaucoup d'habileté et de méthode et d'ordre sur tous les plateaux sur lesquels je me présente. Il y a toujours quelqu'un pour poser cette question. Alors, maintenant, je vais vous dire le fond de l'affaire. J'ai dit, nous avons des adversaires qui mènent une campagne. Mais voyez-vous, si on était tout seul, on pourrait se poser des questions. Dire, c'est vrai, qu'est-ce qu'on a dit à quel moment? Ou alors, nos adversaires nous donneraient la possibilité de reculer et nous diraient, écoutez, est-ce que vous reconnaissez que... Non, ce qu'on nous demande, c'est de céder, c'est-à-dire de renoncer à défendre les Palestiniens. Personne ne propose quelque compromis que ce soit. Pourquoi? Parce qu'attaquer LFI sur l'antisémitisme est une réussite stratégique totale pour la droite. Elle a réussi à diviser la gauche, c'est-à-dire en divisant le camp antiraciste. Ils ont réussi à opposer comme ça deux catégories. Et puis si c'était que nous, comme je viens de vous le dire il y a un instant, on s'inquiéterait. Mais avant nous, il y a eu M. Corbyn, le malheureux, qui lui a craqué en quelque chose comme 2 mois. Moi, je ne craquerai pas. D'accord? Ni aucun de mes camarades. Avant lui, il y a eu le dirigeant communiste au Chili, dont les mêmes milieux disaient, eh bien, voici l'un des 10 plus antisémites du monde. Comme il a été battu à l'élection interne, on n'a plus entendu parler de ce antisémite du monde. Madame Kirchner, c'est curieux, ça tombe toujours sur les gens de gauche. Madame Kirchner, en Argentine, on a essayé de lui coller sur le dos un attentat qui a eu lieu il y a plus de 40 ans dans une synagogue et qui avait été une horreur. Bon, l'attentat. Alors, ça va, on a compris le message. L'ensemble des forces qui soutiennent, premièrement, la première ligne qui est M. Netanyahou et son gouvernement. La deuxième ligne, qui est mieux cachée, c'est les États-Unis d'Amérique. Et ceux-là font comme une seule et unique campagne contre tous ceux qui s'opposent à eux. Font la campagne de les désigner comme des antisémites. C'est la vie. Vous savez, avant, les communistes, on les accusait tous de vouloir préparer l'invasion par les chars de l'armée rouge. Et bien maintenant, c'est ça. Voilà, les insoumis sont la nouvelle cible utile pour la droite et leurs alliés. Je vous ai dit au début de cette émission que vous auriez du temps pour développer vos idées, vous en avez, mais malgré tout, cette émission a un terme et on approche. Comment les relations entre la France et l'Algérie pourraient-elles devenir harmonieuses, d'après vous? Mais c'est compliqué, parce que je vous rappelle que nous sommes une puissance coloniale, nous y avons mené une guerre pour nous maintenir, que nous avons perdue, et il y a évidemment beaucoup de restes, de traces de cette guerre, aussi bien ici d'ailleurs que là-bas. Ici, vous avez tous les nostalgiques. Je suis moi-même pied noir, mais je ne suis pas un nostalgique. Parce que le temps a passé, que voulez-vous, maintenant, il faut vivre avec son époque. J'ai dit une fois, la guerre est finie, maintenant on s'aime. Il y a des 3,5 millions de binationaux. Bon, voilà, nous vivons ensemble, c'est bon. Ouais. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que M. Retailleau, c'est, vous savez, cette vieille droite, ils n'ont pas tout très bien compris. Alors, ils aimeraient tellement continuer la guerre, tellement continuer. Vous comprenez, il y a une forme de jubilation. Les tensions entre l'Algérie et la France ne datent pas de l'arrivée de Bruno Retailleau à Place Beauvau. Beauvau. Personne avant lui ne l'a mis en exergue comme ça. Ouais. C'est la première fois qu'on voit sur tous les kiosques dans Paris la photo de M. Retailleau avec marqué en dessous, c'est Valeurs Actuelles qui a fait ça. L'Algérie n'a pas le droit d'humilier la France. Le problème, si on le pose comme ça, c'est on en vient aux mains en 5 minutes. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Comment peuvent-elles être harmonieuses? Il faut être très, méticuleux. Subtil. Pardon? Subtil. Je ne sais pas si c'est subtil, parce que tout le monde ne l'est pas tout le temps. Je n'ai pas l'intention de donner tort qu'à M. Retailleau. Je pense aussi que peut-être, des fois, en Algérie, on a un peu profité des circonstances pour pouvoir faire monter le ton. Et parce que c'est comme ça, je vous dis, nous avons une guerre. Et bon, alors,
Ce qui est important, c'est qu'on respecte le droit tout le temps, d'une manière extrêmement pointilleuse, et qu'on s'évite les grands mots. Et ce n'est pas M. Retailleau, le ministre des Affaires étrangères. Par conséquent, il est prié de s'occuper d'autre chose que du domaine qui est celui du ministre des Affaires étrangères. En un mot, êtes-vous préoccupé par la situation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, qui est en prison depuis 7 mois? Oui, comme en tout le Algérie. monde. Ouais. Qui est-ce qui oserait ne pas être... Tout le monde était très inquiet. Moi aussi. Merci. Quelque chose d'autre? Merci. Non, on est arrivé au terme de l'émission. Merci. Oui, mais par exemple, vous me demandez pas si je suis inquiet de l'arrestation de Madame Christina Kirchner en Argentine? Mais parce que j'ai plus le temps, là. Ah oui, non, mais l'émission est terminée. Ne racontez pas d'histoire. En effet. Merci. Merci.